Je vais garder celui-là dedans. Il est bien mieux. Rien à voir. Un petit quelque chose en plus. Ouais, je pense que... Salut à toutes et à tous, le féminin de Poney et Ponette, et vous écoutez l'École des Facs. Pour cet épisode un petit peu spécial, l'épisode 44 pour nous, on avait décidé de parler de virus. Et à notre habitude, quand on parle de sujets sérieux, et surtout en ces temps assez spéciaux, on avait besoin d'une spécialiste. Et donc on s'est dit qu'inviter, c'est plutôt un duo, on a demandé à Aurélie du podcast Iliou. Bonjour Aurélie. Bonjour. De venir nous filer un petit coup de main et de nous éclairer sur la partie non numérique de cette affaire. Comment vas-tu Aurélie ? Eh ben écoute, ça va, très bien. Ouais, j'ai bien bossé ma partie. T'as bien bossé ta partie. Et moi, comme je suis pas spécialiste non plus, j'ai fait appel à d'autres personnes. Donc tu vois, de fil en aiguille, on va être très nombreux dans ce podcast. Ok. Comment allez-vous l'école ? Ça va. Ça va. Ça va Par contre, ils dorment là. Oh, le public. Super. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va vous parler des virus informatiques, des virus organiques. On a essayé de mélanger un petit peu tout ça et puis on va voir ce que ça va donner. On va vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, de façon à ce que les états d'esprit se refroidissent un petit peu et que la panique redescende. Et on va commencer, je l'espère. On va commencer avec Aurélie, je t'en prie. Mais merci. I'm all upset now. Hey, what you come to say? Now that I've been waking up like this, and it's true. Oui, donc virus biologique donc pour ma part. Comme je disais, je suis pas spécialiste du sujet, donc moi je suis allée interroger notamment une virologue que je souhaite remercier chaleureusement pour le temps qu'elle a pris pour m'expliquer, me donner plein de petites images dont je vais aujourd'hui vous parler pour illustrer en fait tout ça. Donc Lucius le virus sur Twitter, merci beaucoup. En plus, en ce moment, elle devait avoir rien à faire. Ouais. Oui, parce que en fait, on a choisi ce sujet et je pense que j'ai pas besoin de rappeler l'actualité. Elle devait effectivement, on avait discuté et elle a toujours été super disponible, mais effectivement, là, elle est réquisitionnée de façon importante en ce moment. Donc merci à elle. Alors déjà, je vais profiter parce que moi d'habitude j'ai pas de public, j'ai pas de copains avec qui parler. Mais je t'en prie. Seule sur mon podcast. Je t'en prie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un virus ? Voilà, comme ça. Bonjour. Ah c'est bien la peine d'enregistrer à plusieurs, c'est ça que tu es en train de te dire ? Pour nous mettre la honte. Non, mais je rigole. Bon, je vais commencer. Alors, tout à l'heure, celle-là. Je vais faire moins la maline. Alors, c'est un agent infectieux. Et en fait, c'est quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas capable de vivre sans avoir infecté un hôte. Donc, c'est souvent une cellule, l'hôte. Et donc, c'est grosso modo, c'est un parasite. Et aujourd'hui, il y a encore un débat. On ne sait pas si c'est vivant ou pas. Il y a un débat chez les scientifiques, chez les virologues, de savoir est-ce qu'un virus est vivant ou pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est très petit, genre vraiment, vraiment très petit. Vous voyez une bactérie. Un virus, c'est 10 fois plus petit qu'une bactérie. Ça se compte en nanomètres. Pour la majorité, c'est moins de 250 nanomètres. C'est genre encore plus petit que les micromètres. Vous avez les millimètres, les micromètres, et encore en dessous, vous avez les nanomètres. Et on a des milliards de virus sur Terre, des milliards. Il y en aurait 10 puissance 30 rien que dans les océans. Donc 1 milliard, c'est 10 puissance 9. 10 puissance 30, c'est genre... C'est plus. Beaucoup plus. Voilà. La caisse. Merci. Non, c'est pour ça qu'il fallait des copains pour faire enregistrer. Nous, on n'en connaît qu'une infime partie, on en a moins de 200 on n'en connaît qu'une infime partie, et parmi eux, il y en a moins de 200 qui sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner des maladies chez l'homme. Les autres s'attaquent des plantes, des animaux, parfois même ils s'attaquent à d'autres virus. Et tout ça, ça se regroupe en plein de différentes familles. Par exemple, on va prendre un virus que vous ne connaissez pas en ce moment, dont on ne parle pas du tout, le coronavirus. Et en fait, c'est pas un virus, c'est une famille, c'est un groupe de virus.
Et le virus qui sévit actuellement, qui fait partie de ce groupe de virus, c'est le SARS-CoV-2 pour syndrome respiratoire aigu lié au coronavirus. Et ce qu'on appelle le Covid-19, peut-être que vous l'avez vu dans pas mal de médias, en fait c'est le nom de la maladie qui est liée à ce virus et qui fait partie de cette famille des coronavirus. Voilà. Par exemple, j'ai eu Lucius le virus du coup au téléphone qui m'a dit, elle travaille sur les flavivirus. Donc c'est la dengue, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise et le Zika. Et par exemple, ce qu'elle m'expliquait, c'est que elle, si on commence à lui parler du VIH, c'est comme si on parlait de la baleine, qu'on demandait des conseils sur la baleine à quelqu'un qui est un spécialiste des fourmis, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce que je commençais à lui poser des questions. Et alors et en fait, elle me dit non. En fait, moi vraiment, j'ai mes spécialités. Et voilà. Ouais, et puis c'est surtout qu'ils sont très différents les uns des autres, donc forcément tu peux pas être spécialisé dans tous les virus. Non, mais c'est ça, c'est comme les espèces. Tu peux faire des efforts. Hein. Spécialiste des virus. Et et justement, tous ces virus, ils s'attaquent pas à n'importe quelle cellule, et chaque virus possède une petite clé pour ouvrir certaines cellules, c'est leur cellule cible. Et par exemple, le virus de la grippe, tout simplement, il s'attaque aux cellules sur les parois des bronches et de la trachée. Et il s'attaque du coup à notre système respiratoire. Voilà, tout simplement, face à cette agression, le corps se défend. Donc ça, c'est pour les virus biologiques. Et mon petit doigt m'a dit que les virus informatiques, ça fonctionnait pas très loin de ça. Tout à fait. Alors. Nous aussi, à l'école des facs, on a plein de virus. Adware, malware, spyware, ransomware, somewhere over the Internet, les pandémies de votre vie numérique sont nombreuses. Partout où il y a de la vie, il y a des maladies. Et c'est pas Molière qui me dira le contraire. En bits comme en physique organique, il en existe différentes sortes. Faisons d'abord un petit tour du monde binaire pour dresser un rapide sommaire. Donc on a le virus informatique, le plus courant. Il a acquis ce nom en raison de sa capacité à infecter plusieurs fichiers sur un ordinateur. Il se propage sur les autres machines lorsque les fichiers infectés sont envoyés par email ou lorsque des utilisateurs les transportent sur des supports physiques tels que clés USB ou disquettes. Vous avez aussi le ver. Contrairement aux virus, les vers ne nécessitent pas d'intervention humaine pour se propager et infecter les ordinateurs. Il s'agit d'un programme capable d'utiliser des réseaux informatiques pour infecter les autres machines connectées sans l'aide des utilisateurs. Le ver Maurice, parfois appelé ver Internet ou Internet Worm, est entré dans les livres d'histoire. Cet accent. Il est entré dans les livres d'histoire comme le premier ver informatique qui a été distribué sur Internet et qui a compromis des milliers d'ordinateurs, attirant ainsi l'attention massive des médias. Il a été écrit et publié en 1988. Il date de quand ton premier virus ? Voilà, il y a beaucoup plus longtemps que ça. On a commencé à découvrir. Les premiers virus qui ont été observables, c'est en même temps que les microscopes non optiques. C'est dans, je dirais les années 50 peut-être qu'on a. D'accord. Donc tu gagnes. Ok. Je dirais ça. Attends, donc écrit. Vérifier du coup. Et on vérifie les sources. On va demander à la communauté de vérifier. Donc écrit et publié en 88 par Robert Tappan Morris, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Une légende raconte qu'il visait seulement à déterminer la taille de l'internet. Il n'aura pas réussi. Spoiler. On a aussi les publiciels ou adware que vous connaissez bien, l'une des nuisances les plus couramment rencontrées en ligne. Accompagnant bien souvent un logiciel gratuit, les programmes envoient automatiquement des publicités aux ordinateurs hôtes. Les types 1837. de programmes. Merci. Voilà. Les types de programmes adware courants incluent des publicités contextuelles sur des pages web, des publicités intégrées au programme. Relativement sans danger, d'autres variantes utilisent des outils de suivi permettant de récupérer des informations sur votre site ou sur votre historique de navigation et affiche des publicités ciblées sur votre écran. Le plus connu, c'est Google Chrome. Je vous explique pourquoi. Au début d'Internet, vous n'aviez qu'Internet Explorer. De tout temps. De tout temps. L'homme. Et on vous a proposé d'installer la barre de recherche Google. Beaucoup l'ont fait. Et après, tout le monde. Ça remonte à vraiment loin. Oui, ça remonte à vraiment loin. Et puis Google a sorti un truc qui s'appelait Google Earth. Et là, tout le monde a trouvé ça génial. Et donc, quand vous téléchargez Google Earth, Google Chrome s'installait automatiquement. Et c'est comme ça que Google Chrome est devenu le navigateur le plus utilisé sur Terre. Ah, c'est vrai. Bim. Tout à fait. Vous avez aussi les logiciels espions. Je me rappelle avoir joué des heures avec Google Earth, ça a remonté pour me... D'accord, ok. Est-ce que tu as retrouvé ta maison sur Google Earth ? Tout le monde a cherché sa maison.
Vous avez aussi les logiciels espions qu'on appelle spyware, les rançongiciels, ransomware. Alors ça, en ce moment, on en entend parler. Hein. Les ransomware, ça infecte votre ordinateur, puis ça chiffre les données sensibles, telles que les documents personnels ou des photos, puis ça vous demande une rançon pour les récupérer. Mais rappelez-vous que on ne négocie pas avec les terroristes. Et surtout, les hôpitaux sont la cible de ces rançongiciels. Ouais. Ce mot est horrible. Hein. Parce qu'ils ont une sécurité informatique qui est assez basse. Et il y a le CHU de Rouen qui, il y a 2 mois, a été infecté par ça. Et qui n'a pas payé la rançon du rançongiciel en Bitcoin, mais qui a perdu 1 semaine de données. De toute façon, quand tu payes, en général, ils s'en foutent. Enfin, tu payes, ils te donnent pas la clé, quoi. Tu te retrouves à te démerder. Donc, tu dois payer quelqu'un pour déchiffrer ton disque dur. Donc ne payez pas. D'accord. Et faites des sauvegardes. Mais faites appel à des entreprises comme par chez vous. Je ne citerai pas l'entreprise. On a aussi les robots que j'ai intitulés les Daft Punk. Une fois dans l'ordinateur, les robots, ça va, elle était facile. Une fois dans l'ordinateur, les robots peuvent faire en sorte que la machine exécute des commandes spécifiques. Ça, vous le rencontrez la plupart du temps, vous le connaissez sous le nom de l'attaque DDoS, qui en fait est comme si vous aviez tous les gens du coronavirus qui essayaient de se connecter en même temps sur un site. Ça fait beaucoup de monde qui essaye de se connecter sur un site et ça fait tomber le site parce qu'il y a trop de demandes et le site ne peut pas supporter la charge. Alors pour information, c'est interdit par la loi de le faire. Hein, parce Tout à que fait. c'est très facile de trouver des logiciels qui te permettent de faire du DDoS et qui simulent des milliers de requêtes sur un site web. Et généralement, vous faites tomber le site comme ça. Si vous faites gauler, c'est pas bien, quoi. Mais par contre, ça peut être utilisé à bon escient pour justement tester la résistance d'un site internet, non ? Tu fais partie des Anonymous ? Non, c'est une question. Oui, tu as d'autres moyens de simuler ce genre d'attaque. De monter en charge. Je ne toucherai pas à vos trucs. C'est bon. D'ailleurs, si vous avez Cacao Web qui traîne sur votre bureau, je vous conseille de le désinstaller parce que Cacao Web a longtemps été suspecté d'infecter les ordinateurs, permettant de faire justement de relayer les attaques DDoS. On a aussi les portes dérobées qu'on appelle rootkit ou backdoor. Alors ça aussi, c'est très en vogue en ce moment avec la guerre entre les États-Unis et la Chine pour Huawei contre Cisco qui essaye d'installer des antennes 5G. Donc les rootkits, c'est pas le fruit d'un oubli, loin de là. C'est des failles de sécurité qui permettent d'entrer et sortir à loisir d'un système. Qu'on oublie de corriger. Qu'on oublie de corriger la plupart du temps. Et il nous reste le cheval de Troie. Je crois que je ne vais pas vous refaire l'histoire de la mythologie. Vous aurez très bien compris comment ça fonctionne. Et je te passe la parole. Est-ce que tu as des questions, Aurélie ? On est là pour y répondre. Non, mais c'était très clair. C'était très clair. C'est bon. Alors, est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler du fonctionnement des virus ? Oui, parce qu'on a vu que du coup, il y en avait plein. Mais on ne sait pas très bien un peu comment ils rentrent. Un peu l'analogie, c'est comment ça rentre dans un ordinateur. Moi, c'est comment ça... Enfin, voilà, une fois que c'est rentré dans la cellule, qu'est-ce que ça peut faire dans vos cellules. Alors, peut-être que vous connaissez déjà le mécanisme de réplication d'un virus. Vous l'avez peut-être vu. Quelqu'un connaît « Il était une fois la vie » Tout le monde. Voilà. Oui. Vous voyez ceux qui ont la tête de Sarkozy ? Oui. Ça, c'est les virus. Ça, c'est, voilà. Donc, ceux qui ont vu ça, ils savent un peu de quoi je vais parler. C'est le mécanisme de la réplication des virus. Bon, j'ai une super image que justement qu'on m'a donnée, c'est la photocopieuse. Imaginez, vous voulez photocopier quelque chose. Bon, vous savez ce que vous voulez photocopier, mais vous n'avez pas le papier, vous n'avez pas l'encre. Vous n'avez pas la photocopieuse et vous êtes bien emmerdé. Le virus, c'est pareil en fait. Lui, il sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est copier son patrimoine génétique, mais il doit voler l'encre, il doit voler le papier, il doit voler la photocopieuse. Et comment il fait ça ? Il va s'intégrer dans les cellules humaines et détourner la machinerie de la cellule pour se répliquer. Donc ça, c'est le fonctionnement de comment le virus va se répliquer, puis ensuite tous vos petits virus là ils vont aller infecter d'autres cellules. Voilà, sauf que parfois il y a des erreurs dans les copies, il y a certains virus qui sont spécialistes de ces erreurs. Il y a quelques erreurs, vous faites une faute de virgule, ça va pas changer le document que vous vouliez photocopier. Par contre, si vous changez un mot, ça peut totalement changer le sens de ce que vous vouliez copier.
Et du coup, ça crée des évolutions d'un virus. Donc vous partez du virus de la grippe au début de l'épidémie, vous arrivez à la fin du virus de la grippe en fin d'épidémie en France, et le virus, il a, on peut dire muté, enfin plutôt évolué, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté mon épisode sur pourquoi faut-il se faire vacciner contre la grippe tous les ans, n'hésitez pas, parce que j'en parle pas mal dedans, justement, de comprendre pourquoi, en fait, tous les ans, il faut se faire vacciner contre le virus de la grippe, parce que tous les ans, le virus de la grippe n'est pas forcément le même que celui que vous avez rencontré l'année d'avant. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, comment on se débarrasse d'un virus biologique? Alors, il y a plusieurs façons. Est-ce que vous en voyez quelques-unes? Prendre des médicaments. Mais attention, parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. Exactement. Ouais, alors là, oui. Non, pas de antibiotiques. Pardon. Non. J'ai bon ou pas? Non. Ok. La première façon, c'est votre système immunitaire, il va s'en occuper si jamais s'il peut s'en occuper, il s'en occupe. Voilà. La seconde, c'est qu'il y a des médicaments, mais alors pas d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Ça ne sert à rien dans le cas d'un virus, mais à rien. Sauf si vous avez des complications liées à un virus, mais à ce moment-là, c'est que vous êtes déjà allé voir un médecin et qui vous en a parlé et tout. Mais dans le cas d'un virus, on a ce qu'on appelle des médicaments antiviraux. C'est par exemple le Tamiflu pour la grippe. Mais en fait, c'est pas des médicaments qui vont faire comme les antibiotiques, qui vont pas tuer les virus, mais ils perturbent le cycle de réplication, c'est-à-dire qu'ils vont les empêcher de se répliquer. Ils vont les empêcher de se multiplier. Ils vont empêcher Sarkozy d'être réélu, c'est ça que tu es en train de dire? Voilà, si tu veux. Là, tu vois, le coronavirus, c'est en train d'empêcher Macron, en fait. Merde. Demain, allons voter. Et donc, ils permettent donc de ralentir, mais pas d'arrêter les infections virales. Et on n'a pas d'équivalent d'antibiotiques pour les virus. Et du coup, la dernière option, c'est la meilleure d'entre toutes, mais elle suppose qu'on ne soit pas déjà infecté par le virus, c'est la vaccination. Le principe, c'est assez simple, c'est on inocule une forme atténuée ou inactivée du virus, et le but, c'est que leur organisme apprenne à le reconnaître, les agents pathogènes la fois d'après, et qu'il les déglingue quand il les rencontre. Voilà. Et je vais vous raconter une petite histoire, c'est celle de la variole. Alors, c'est la première maladie officiellement éradiquée dans le monde, donc vous en avez peut-être jamais entendu, si vous en avez entendu parler, mais vous savez pas très bien à quoi ça ressemble. Elle était aussi appelée la petite vérole. Elle est due à un virus. C'est une famille du poxvirus. Alors, c'était une maladie, vous aviez des pustules partout. C'est chouette. Ouais, voilà. Hyper fun, avec de la fièvre, voilà. Non, et puis c'est surtout que c'est une maladie ultra mortelle. 20e siècle, responsable de 300 à 500 millions de décès. Donc c'est énorme. Et au dernier millénaire, on estime qu'elle aurait éliminé 10% des morts du monde. Voilà, dernier millénaire. Hein. On est ça aurait, ça aurait tué des morts. Arrête de m'embêter. Donc ça tue des personnes vivantes. Parce que quand on parle de la vaccination, on parle de Pasteur, le vaccin contre la... Ok, mais avant lui, il y a une Anglaise, elle s'appelle Mary Wortley Montagu, c'est la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, début du XVIIIe siècle, là je vous pose le décor. Elle se balade dans les harems de Turquie, où en fait on s'administrait comme ça la variole. Voilà. Le but, c'était d'avoir une forme atténuée de la maladie. Vous imaginez que le risque de mort était quand même c'était pas important. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi en fait, on avait observé que une fois que tu l'avais, après tu l'avais plus. Comme la varicelle, quoi. Voilà. Donc le vaccin avant le vaccin. Voilà, mais sauf qu'avec la vraie maladie, quoi. Pas tout à fait le vaccin. Après, ça fait un peu le tri, quoi. Voilà, c'est pas ça comme ça, mais non. Mais du coup, 1916, elle a 29 ans et son fils a 6 ans et elle lui administre la variole. Il meurt pas. Elle fait pareil avec sa fille, elle meurt pas non plus. Et en fait, dans les milieux aisés de l'époque, ça commence à se développer. En Europe, on l'a pas mal utilisé. Voltaire, par exemple, il était un grand défenseur de cette technique. Mais vous vous doutez, il y avait quand même des morts. Et des antivax. Voilà. Ça n'existait pas encore. Et il y avait des gens qui étaient totalement contre cette technique.
Et du coup, en 1796, c'est Édouard Jenner qui a remarqué que lui... donc il y avait une autre maladie qui s'appelait la vaccine. C'était une maladie qui était sur le... En fait, ça donnait des pustules aux personnes qui trayaient les vaches, notamment les gens qui travaillaient dans les fermes. Et donc, c'était bénin, c'est-à-dire qu'on n'en mourait pas. Et en fait, il remarque que ces personnes-là ne développent pas la variole. Et du coup, il se dit, on va prendre quelqu'un, tiens, un jeune homme, là, un enfant, on lui inocule la pustule, le produit de la pustule du doigt d'une personne, quoi, et puis voilà. Et quelques mois plus tard, il variolise cette fois l'enfant, donc il lui donne la maladie mortelle, et en fait, le gamin n'a pas du tout fait la maladie, quoi. Il n'a pas du tout fait la maladie. Voilà. Donc après, vous vous doutez, on a quand même développé des vaccins un peu plus sécures, quoi. C'était un bon test avec une personne, quoi. Voilà, non mais bon. Truc, voilà, à force de à l'époque si tu veux les études randomisées je sais pas quoi avec double aveugle machin que dalle quoi. Donc voilà, et puis on commence à purifier le vaccin et voilà. Et en 1950, l'OMS lance grande campagne de vaccination. On vaccine tout le monde dans le but d'éradiquer la variole avec un vrai vaccin de la variole, machin, tout ça. Et le dernier cas de variole connu, c'est la Somalie en 1977. Qui a été éradiqué. Et depuis 1980, l'OMS considère qu'il n'y a plus de variole. Donc il en reste dans 2 endroits, dans un centre, le CDC, Center for... Attends, je me suis posé tout à l'heure. Allez, je t'écoute. Center for Disease Control and Prevention. Wow. Voilà, donc ça c'est le premier endroit où il reste des échantillons de variole, et le deuxième, c'est en Russie. Pour équilibrer. Enfin, bon, bref. D'accord. Ok. Vous n'avez pas le conducteur, mais le nom est compliqué aussi. Hein. Voilà. Donc je ne l'ai pas dit. D'accord. Bon, il faut que je contre-attaque du coup. Ouais. Nous aussi, on a un système immunitaire. On appelle ça l'antivirus. Donc, soyons clairs, ils sont aujourd'hui bien plus efficaces qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, et ce parce qu'ils apprennent. Surveillant les comportements du trafic, de son contenu, des performances de votre PC et même de votre façon d'interagir avec ce dernier. En effet, l'analyse comportementale d'un utilisateur, sa façon de réagir, de cliquer, ses habitudes, tout est étudié pour renforcer la sécurité de vos posts et de vos données. C'est pas pour les vendre à Google après. Non. Rassurez-vous. Non. À Facebook, oui. En effet, l'analyse comportementale... Ainsi, cette analyse permettrait à terme de dresser un profil type de vous, et in fine, se débarrasser de tous ces post-it que vous laissez négligemment traîner sur votre bureau, avec écrit en gros « mot de passe », offrant ainsi aux yeux curieux la possibilité de pénétrer votre système. Mais du coup, les petites dames avec leur répertoire, avec les mots de passe triés c'est par pareil. nom de... Ah. Surtout que c'est grave quand c'est toi qui vas les écrire, les mots de passe, dans le carnet de la petite dame. Je te vois venir. Donc non, n'écrivez pas vos mots de passe nulle part, Vous sauf vous dans un rappellerez, coffre-fort j'ai mis numérique. le nom du chat. Ben, je m'en doute. Alors, est-ce que vous aimez jouer ? Oui. Est-ce que vous avez envie de gagner Vas-y, prends-le, Émeric, c'est ton enfant. Hein. le vrai, le seul, l'unique Grumly? Alors, je vais vous poser une question, vous allez répondre en levant la main, s'il vous plaît. Attends, je regarde qui répond. J'ai récupéré le top 10 2019 des mots de passe les plus couramment utilisés et les plus pourris aussi. À votre avis, quel est le numéro 1? Levez la main. Vas-y. Non. Alors non. 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 Faut faire un truc pour... Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Non. 0, 0, 0, 0. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ah. Non. Terry? Non. Non, mais Il y a pas d'indice, là. il y a 2 personnes C'est le plus pourri. qui étaient vraiment pas loin. Ah. Toi, tu sais. Toi, t'as une tête à savoir, toi. Au fond? Non.
Attends, il y a deux jours. Je sais, mais je veux pas. Non. 3, 4, 5, 6. Merci, Oui, Tartine. applaudissez-le. Vas-y, viens chercher ton nouvel enfant. Et vous remportez ce formidable ours en peluche. Allez, qui donnez-lui est derrière. T'as dit que tu me le donnais, non, si tu gagnais, c'était pas ça le deal? Alors, donc ça c'était pour le numéro 1. En numéro 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On remarquera l'effort de rajouter un 9e caractère aux 8 recommandés quand même. En 3e, on a QWERTY, le classique avec sa déclinaison française AZERTY. En 4e, Password, qui cette année perd 2 places. Belle performance. En 5e et 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 7e, 1, 2, 3, 4, 5. Les chats maîtrisent la suite, c'est indéniable, Audrey. En 9e, I Love You, en référence au virus des années 2000, sûrement. Et enfin, Ou à autre chose, hein. Ou à autre chose. Mais tu attends la suite de la chronique, tu comprendras. Ah, ok. Et enfin, le 10e, 1, 1, 1, 1, 1, 1, on comprendra qu'il soit la première victime, celui-là. Donc voilà, j'ai un conseil à vous donner. On notera l'absence de Papillon. Oui, tout à Butterfly, fait. qui était dans le top qui était dans le top 3, 2018. pendant longtemps, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, si vous avez un de ces mots de passe, on vous juge. Hein. Grave. Donc je vous donne un conseil, les mots de passe c'est comme les slips, hein. Ça se change. Et ça ne se prête pas. Ça va, Audrey? La ressort pas à tes petits vieux celle-là. Mais un anti-machin ça ne fait pas tout et votre meilleure défense, c'est la défense. Les bonnes pratiques c'est de bannir les post-it. Mieux, les utilisateurs? Non, quand même pas. On dit souvent que ce qui infecte un PC se trouve entre le clavier et la chaise. Ne voyez-vous pas cette toute petite croix en haut à droite de cette énorme pub qui vous permettrait de regarder Ace Attorney plus de 20 secondes? Décochez cette petite case lors de l'installation. Dites non quand on vous demande si vous êtes sûr. Vous êtes sûr? N'appelez pas ce numéro de téléphone de la gendarmerie qui s'affiche sur ce fond rouge expliquant que votre ordinateur a un putain de problème. Non mais alors maintenant c'est plus le téléphone de la gendarmerie, c'est carrément le logo Microsoft. Je suis Oui. au courant, je soigne, on va Je dire. suis au courant, je fais des virus. 2 fois par semaine. Quand j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Oui madame, excusez-moi, je suis avec Windows et ils me disent qu'il faut que je paye 400 € pour leur antivirus. » Je pense que, bon. Alors, si vous voulez éviter toutes ces pop-up, maintenant il y a un navigateur qui s'appelle Brave, qui a été développé par les anciens de Netscape et de Adblock, et qui de base vous bloque tout en fait. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. C'est un truc avec un lion? C'est un truc avec un lion, exactement. Et ça marche très bien. Eh, elle est au top. Eh, ouais. On applaudit s'il vous plaît. Aurélie. Et donc, bref, soyez attentifs et n'oubliez pas les fichiers en pièces jointes. C'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on ne les accepte pas. Oh. Mais tu es que sagesse aujourd'hui, dis donc. Tu as vu? Et comme les slips. Hein. Ça marche aussi. Et si on passait aux histoires extraordinaires, Aurélie? Oui, je crois, oui. Oui, parce que c'est pas les tiens, mais moi, mes virus, Oui. les miens, voilà, ça y est, je me les suis appropriés totalement. Et ben, en fait, ils peuvent être aussi hyper extraordinaires. D'ailleurs, j'aurais pu intituler cette chronique « Et si les virus étaient aussi de grands incompris ?» Voilà. Ouais, parce que je trouve qu'on tape beaucoup sur eux, mais en fait, ça peut balance, être super utile. Après, on va retaper sur eux, donc j'en profite un peu de cette bulle de positivisme et d'espoir. Non, mais j'allais vous parler un peu de ce qu'on appelle la virothérapie, donc les thérapies grâce avec les virus. Déjà, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la thérapie génique. Voilà, je fais tomber le micro, c'est tellement impressionnant. La thérapie génique. Je sais pas, est-ce que vous en avez un peu entendu parler? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça a l'air hyper flou, ça fait vraiment genre futur, mais en fait c'est déjà assez présent aujourd'hui. Par exemple, donc le principe c'est d'introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Voilà.
Donc c'est une recherche, c'est assez ouf, c'est une recherche qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et une des méthodes qui est utilisée, c'est de suppléer un gène malade. Donc le gène qui est importé dans la cellule, il vient pas remplacer le gène malade, mais il vient s'ajouter au patrimoine génétique pour compenser des fonctions qui seraient déficientes. Mais la question, c'est comment on amène dans votre cellule le patrimoine génétique pour traiter la maladie. En fait, il faut un vecteur, et ce vecteur, c'est souvent un virus modifié, c'est un vecteur viral. Donc les vecteurs viraux, ils sont impliqués dans plus de 75% des essais cliniques de thérapie génique. Donc comme quoi, ça peut être hyper utile. Parfois, les virus eux-mêmes, c'est eux-mêmes la thérapie génique. On a ce qu'on appelle des virus oncolytiques. Eux, c'est assez simple. Hyper simple. C'est hyper compliqué, mais je pourrais dire ça de façon assez simple. Vous utilisez des virus génétiquement modifiés pour tuer des cellules cancéreuses. Voilà. Ils sont génétiquement modifiés pour infecter spécifiquement des cellules tumorales qu'ils détruisent. Il y a un premier virus oncolytique qui est issu d'une souche d'herpès. Qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché européenne fin 2015 et il est indiqué dans le traitement du mélanome. Voilà, donc on commence, 2015 c'est hyper récent, on commence à traiter avec des virus oncolytiques. Il y a aussi ce qu'on appelle la phagothérapie. Alors peut-être que vous avez aussi entendu dire que les antibiotiques c'est pas automatique. Ok, donc là c'est bon. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, si on répète ça pas mal, c'est parce qu'en fait en ce moment il y a des résistances aux antibiotiques qui apparaissent. Du fait de l'utilisation, notamment du fait de l'utilisation massive d'antibiotiques à la fois dans les populations humaines et animales. Et on est revenu à des trucs auxquels on avait pensé au début des années, il y a 100 ans. C'est les bactériophages. Donc, bactériophages, en gros, nourriture, ils se nourrissent de bactéries. Et donc, il y a ce qu'on appelle la phagothérapie, donc la thérapie par la nourriture. Donc, ce sont des virus, en fait, qui n'infectent que des bactéries. Et voilà. Et donc, depuis 2016, en France, l'ANSM, donc c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, elle a créé un comité scientifique spécialisé sur le traitement d'infections au moyen de bactériophages et de phagothérapie. Donc, voilà, c'est un autre moyen de dire que les virus peuvent être hyper utiles. Voilà. Et dernier point, je ne sais pas si c'est le cas pour les ordinateurs, mais nous, on est tous un petit peu virus. Voilà. On est tous des petits virus ? Non. Non, on est tous un petit peu virus. En fait, il y aurait 8% de notre ADN qui serait composé de séquences transmises par des virus à nos ancêtres. Il y a un gros exemple hyper important. En fait, ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a les virus et il y a aussi les rétrovirus. Ah oui, mais tu nous expliques pas tout, toi aussi. Non mais ça, un rétrovirus, c'est pareil qu'un virus, sauf qu'en plus, il est capable d'intégrer son patrimoine génétique à l'ADN de sa cellule hôte. Donc voilà, il est capable de s'intégrer génétiquement à la cellule qui l'infecte. D'ailleurs, le rétrovirus le plus tristement célèbre, c'est le VIH. Voilà, donc qui donne qui peut entraîner le sida. Voilà, mais bon, il y en a des beaucoup plus joyeux. Donc celui-là, notre rétrovirus, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'en fait, il nous a apporté le placenta. Voilà, donc il nous a donné ce qu'on appelle la viviparité, c'est la possibilité de développer un embryon dans le corps, qu'une mère puisse développer un embryon dans son corps. En fait, on a hérité d'un virus d'une partie de son patrimoine génétique qui code pour des protéines qu'on appelle les syncytines. Et en fait, les syncytines, ça permet l'adhésion, entre autres, de l'embryon avec la paroi utérine. Donc on aurait peut-être pas été mammifères et en tout cas avoir un placenta sans les virus. Pareil, c'est aussi les syncytines qui réduisent le système immunitaire parce que quand vous êtes enceinte, en fait, c'est bête, mais le bébé c'est quelqu'un de différent de vous. Et si votre système immunitaire le reconnaît comme étant un ennemi, il pourrait s'attaquer à lui. Et en fait, les syncytines, ça permet aussi de réduire l'efficacité de notre système immunitaire. Voilà, donc tous un petit peu virus et heureusement. Voilà. Ok. Bon, alors essayons de rivaliser avec de belles histoires. Ah, ouais.
Le premier virus qui a été découvert, ou tout du moins identifié, il s'appelait Brain. Voilà, Brain, pour cerveau. La traduction maintenant. De mieux en mieux au fur et à mesure de cet épisode. Hein. Il a été développé en 86 et la petite histoire est rigolote parce que lassé de voir les clients pirater les logiciels de leur magasin, deux frangins prétendent avoir conçu le virus permettant d'infecter les secteurs d'amorçage des disquettes des voleurs, propageant ainsi le virus lors de leur copie. Donc l'arroseur arrosé. Le plus connu, je pense, enfin l'un des plus connus, il s'appelle WannaCry. En français ? Tu as envie de pleurer ? Oui. Aussi connu sous le nom de WannaCrypt, c'est un logiciel malveillant de type ransomware On auto-répliquant. dit rançongiciel. Rançongiciel. Attention. Ah, les Québécois, ils nous apportent tellement à notre vocabulaire. C'est un beau mot. Merci. Donc de type auto-répliquant. En mai 2017, il est utilisé lors d'une cyberattaque mondiale massive touchant plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Donc, je ne sais pas où on en est aujourd'hui avec notre histoire de Sarkozy, là, mais cette cyberattaque est considérée comme le plus grand piratage à rançon de l'histoire d'Internet. Parmi les plus importantes organisations touchées par cette attaque, on retrouve notamment les entreprises Vodafone, FedEx, Renault, Telefonica, le National Health Service, le Centre hospitalier universitaire de Liège ou encore le ministère de l'Intérieur russe. C'est varié. C'est varié mais tout à fait. entre le Liège et le centre. Ah mais pas de frontières. Ce logiciel malveillant utilise la faille de sécurité External Blue exploitée par la NSA. Rappelez-vous les rootkits de tout à l'heure. Et volé par les Shadow Brokers, un groupe de pirates informatiques. Cette faille a été corrigée depuis le mois de mars 2017. Donc ça n'a pas été très très long. En gros, vous avez un truc dans... Vous avez une sorte de règle tacite en informatique qui dit quand on découvre une porte dérobée, une faille de sécurité, on informe d'abord la personne concernée par cette faille et après, seulement, une fois que c'est corrigé, on peut annoncer la couleur et dire il y avait ça comme problème, mais ça a été corrigé. Ça, on n'annonce pas publiquement tant qu'on n'a pas corrigé. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Mais parfois, dans la presse, vous allez pouvoir lire que des failles zero day, donc qui ont été découvertes et dévoilées le jour même, sans que les constructeurs ou les acteurs du marché aient pu patcher leur système, ont été révélés. Et donc, faites très attention quand ce genre d'annonce arrive, pensez à faire vos mises à jour. Et c'est un commerce, hein. Enfin, les boîtes qui trouvent des failles sur les iPhones, qui sont réputées être inviolables, au lieu de prévenir Apple, attention les gars, vous avez une faille là, ils la gardent et ils la vendent à des gens qui veulent exploiter des téléphones bloqués en fait. Tout à fait. En troisième, j'avais le virus I Love You. Ah, Tiens. on y vient. On commence par un grand classique qui sévit début des années 2000 et qui a déjà fait des millions de victimes à travers le monde. Bien que cette pratique soit bien connue, certains internautes, encore naïfs, sûrement des personnes âgées, Pas forcément. Hein. On arrête avec les petits papis mamies là. n'hésitent pas Fais pas à tomber le ouvrir... business d'Audrey. Ouais. Il n'hésite pas à ouvrir la pièce jointe d'un email envoyé par un ami intitulé Love Letter for You. .txt.vbs, bien mal leur prend. À peine ouverte, le verre informatique caché dans cette pièce jointe modifie les fichiers de l'ordinateur et accède au carnet d'adresses pour s'auto-envoyer au contact. Donc ça fait un peu l'effet Facebook. T'as un ami, tu l'ajoutes, t'as accès à ses amis qui l'ajoutent. Et... Conséquence pour l'utilisateur, un net ralentissement de son ordinateur, il s'est répandu en 4 jours sur plus de 3,1 millions de machines dans le monde. Des millions de victimes. Des millions. Sacré virus. Ouais. Des millions. Pardon. Et enfin, le plus flippant, Stuxnet. Donc ça, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Stuxnet, c'est un des vers informatiques le plus dangereux découvert à ce jour. Conçu par la NSA.
Ah oui, mais rappelle-toi notre épisode sur la cyberguerre et ses cyberarmées. En collaboration avec l'unité 8200, une unité de renseignement de l'armée de défense d'Israël. Excuse-moi, mais plus tu parles, plus j'ai l'impression d'être encore dans un épisode de Doctor Oui. Who, là. Pour s'attaquer aux centrifugeuses iranien d'enrichissement d'uranium. Donc là, on parle quand même d'attaquer des centrales nucléaires. Pour ceux qui ont vu 24 heures chrono. Mais ça a marché. Et ça a marché, tout à fait. Capable de modifier la vitesse de rotation des machines jusqu'à leur destruction, il a permis en 2010 de faire tomber en panne simultanément toutes les centrifugeuses chargées d'enrichir l'uranium qui devaient servir à créer des bombes nucléaires en Iran. Mais comment a-t-il atterri dans la centrale? Est-ce que tu le sais? Alors, il faut savoir que les centrales nucléaires, si je dis pas de bêtises, ne sont pas connectées au réseau Internet. Correct. Oui. Enfin, on va dire que les systèmes cœur, oui. Donc, si j'avais envie, moi, d'infecter une grosse centrifugeuse nucléaire, comment je ferais? Sur place avec une clé USB, ouais. Exactement. Ouais. Ils ont balancé des clés USB sur des Non, mais parkings. gardez-moi, hein. C'est vrai, on va commencer à... Simon, Kepra, si vous nous entendez, attention à vous. Hein. Fallait être là, hein. Mais oui, ils ont balancé plein de clés USB avec le virus sur des parkings. Et les gens, certains les ont ramassés puis ils les ont branchés sur leur PC. Malin. Voilà. Rappelez-vous les bonbons. Voilà aussi pourquoi on désactive les ports USB maintenant automatiquement dans les entreprises. Je ne t'ai pas vu. J'en ai fini avec mes belles histoires. Bah ouais, parce que moi je vais repartir sur des histoires un peu moins... Non, si, moins drôles, si. Je vais vous parler en fait juste pour finir du futur de nos virus. Donc on a vu qu'il y avait plein d'espoirs avec toutes les thérapies dont j'ai parlé. On peut aussi noter des espoirs dans la lutte contre les virus. Donc cette semaine, il y a une seconde personne qui a été considérée comme guérie du VIH. Donc voilà, donc on est quand même... Le patient de Londres. Oui, le patient de Londres après le patient de Berlin, c'est ça, bravo. Moi aussi, tu peux m'engager. Hein. J'étais en train de relire mes notes vite fait, genre ah bon oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, on n'a pas détecté depuis 30 mois de virus dans son organisme, donc on considère, enfin, les chercheurs ont conclu, nous suggérons que ces résultats représentent la guérison. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi encore des peurs. Donc déjà, celle d'un bioterrorisme. Je vous ai pas mal parlé de la variole. Faut savoir que les Américains, en 1918, ils ont autorisé le premier traitement contre la variole. La variole n'existe plus, hein, mais enfin, genre, elle est plus du tout, voilà. Mais 1918, autorisation du premier traitement contre la variole, parce qu'en fait, ils ont peur que si jamais la variole ressurgit, en fait, personne n'a rencontré dans nos générations la variole et que ça fasse vraiment pour le coup des gros dégâts. Autre grande peur par rapport au virus, c'est les virus émergents. Donc ça peut être causé par plusieurs choses. Donc on a vu les mutations, enfin tout ce qui peut être évolution ou recombinaison génétique, ou alors ça peut être dû au fait que, enfin c'est lié, mais au fait qu'il y a des réservoirs animaux. Il y a eu sur les 154 nouvelles maladies virales découvertes entre 1940 et 2004, les 3/4 sont des infections transmises de l'animal à l'homme. Et on va parler du virus dont on n'ose pas prononcer le nom depuis le début de... si on l'a un peu dit, mais voilà, le nouveau coronavirus, donc le SARS-CoV-2, alors on n'est pas trop sûr, mais il viendrait soit de la chauve-souris, soit du pangolin. On n'a pas trop tranché, voilà. C'est mignon les pangolins, Audrey. Ouais. Oui, bah c'est mignon, mais... Mais pas dans mon assiette, quoi. Et c'est surtout une espèce très menacée, il me semble, parce que pour ses vertus médicinales supposées, voilà, ça n'a pas... Pas assez, apparemment. Du coup, on reste sur du bof, ouais, effectivement. Donc, le coronavirus, comment on peut pas terminer un épisode sur les virus sans en parler un petit peu. Bon, je sais pas à quel camp vous appartenez. Soit je fais des réserves de gel, de PQ, et j'ai dévalisé la moitié du magasin en bas de chez moi, ou ça va, c'est qu'une grippe, rien à faire. Déjà, c'est pas moi qui vais vous apporter la réponse, parce que j'en sais rien, je suis pas statisticienne, médecin, épidémio, virologue, enfin voilà. Mais par contre, quelques petits éléments objectifs sur le virus. Donc les coronavirus, je vous l'ai dit, c'est une famille, c'est responsable de beaucoup d'infections des voies respiratoires supérieures de l'hiver.
On en rencontre en fait tout le temps. Donc il y a eu 3 grosses épidémies. Là, on est dans la 3e. La première, c'était en 2003. Enfin, c'était à chaque fois des virus différents, hein, mais le premier coronavirus important qui a entraîné des maladies graves chez l'homme, c'était en 2003. Il avait sévi surtout en Chine. En 2012, c'était autre chose, c'était le MERS-CoV. Qui avait sévi principalement au Moyen-Orient, et donc cette année on est SARS-CoV-2. Voilà, donc selon les... Le retour. Ouais, le retour, the coming back. Oui, c'est ça. C'est Mykovlas. Voilà, donc juste les symptômes, pour faire vite quand même. Fièvre, souvent inférieure à 39. Autres, c'est le fatigue, l'essoufflement, les maux de gorge, de tête, les douleurs musculaires et plus rarement, nez bouché, diarrhée, nausée. Si vous avez ces symptômes, ne vous rendez pas chez le médecin ou aux urgences. Si c'est pas grave, vous appelez votre médecin généraliste, et si c'est grave, vous appelez le 15. Il y a un numéro vert qui a été mis en place sur le coronavirus actuel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à l'appeler. 0800 130 et 30. Et juste pour... Voilà. Je pourrais dire champion du monde ou pas? Bof. Je suis moyen. pas sûre, vraiment. Moyen. Voilà, et 3 gros problèmes juste que pose cette épidémie, c'est qu'il faut savoir que pour le moment il n'y a pas de traitement parce qu'en fait on l'avait jamais vu ce virus. Il n'y a pas de vaccin et voilà, et personne n'a rencontré ce virus dans sa vie. Le problème 2, c'est qu'il est aujourd'hui, selon statistiques, plus mortel et plus transmissible que la grippe. Donc la grippe transmet à environ 1,5 personnes. Le coronavirus actuel, c'est entre 2 et 3 personnes. Donc si vous êtes infecté, vous contaminez entre 2 et 3 personnes. Et la mortalité, la grippe, c'est aux alentours de 0,1%. Et là, on est à 3,5%. Alors on est à 2,12 en France. Voilà, mais en Italie, de taux de létalité, mais en Italie, on dépasse les 6% actuellement, donc voilà. Et alors après, c'est par rapport à des les cas. Chiffres, madame, mais on les manipule comme on veut. Non, mais c'est par rapport à des. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est par rapport à des cas qui sont confirmés. On rapporte le nombre de morts par rapport aux cas qu'on a détectés et on ne détecte pas tout le monde. Donc c'est des statistiques qui sont indicatives pour comparer, notamment par rapport à la grippe. Et le dernier gros problème, c'est évidemment la saturation rapide des services de santé. Voilà, parce que quand on a beaucoup de cas, et c'est ce qui se passe en Italie aujourd'hui, quand on a beaucoup de cas en détresse respiratoire, la capacité des hôpitaux à absorber les cas graves et à soigner tout le monde, ça devient de plus en plus compliqué. Plus on a des malades, plus on a un nombre de malades important. Bon, voilà, donc je vous dirai pas quoi faire, mais lavez-vous quand même les mains. Arrêtez de toucher le visage. De se ronger les ongles. Moi, j'ai découvert que je passais ma main sur le visage, à me ronger, à me toucher, à me gratter. Enfin bon, bref, voilà. Tu veux qu'on en parle? Ça fera l'objet d'un autre épisode. Voilà, et voilà, et je vous ferai pas la bise en partant. Voilà. Je suis désolée. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que l'école a quelque chose à rajouter? Merci Aurélie. Merci Aurélie, oui. Oui, merci. Tu peux revenir. Ah, yes. Yes. J'étais là aussi. Hein. Donc, merci beaucoup Aurélie. C'était un vrai plaisir de faire cette chronique avec toi. Nous vous rappelons que Il You et l'école des facs sont des podcasts du label Podcut. que vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur le site podcut.studio et surtout que vous pouvez nous aider si vous nous aimez en donnant un petit quelque chose au Patreon. On vous remercie beaucoup. Mm-hmm.